Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief de cette étape numéro 16 qui a été quand même raccourcie ce matin. Normalement, on devait avoir une très grosse journée de montagne et puis au final, on a eu deux montées. La Crozeta et le Passoggio, qui était la dernière étape du jour à cause des conditions climatiques qui étaient jugées trop difficiles par les coureurs, je pense, et surtout par le syndicat de coureurs, avec en accord avec l'organisation également. De toute manière, heureusement qu'on n'a pas eu les côtes avant, parce que vu ce que nous a donné le réalisateur de la rail, ça a encore été une magnifique journée de télévision, encore des très très belles images. Merci la rail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de l'étape, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Étape donc qui a eu quand même un résultat où ça va commencer à être de plus en plus difficile quand même de battre Bernal. On s'aperçoit qu'il y a des personnages qui commencent à arriver sur cette troisième semaine et qui seront très intéressants, notamment Romain Bardet, mais il ne faudra pas négliger Caruso. Et je dirais Formolo aussi et Almeida. On a l'impression quand même qu'ils finissent plutôt bien la course. Donc ça sera intéressant de voir comment ça va se jouer sur la troisième semaine, parce que je rappelle que c'était la dernière étape de la deuxième semaine, demain journée de repos, et ensuite les derniers jours de course. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à l'étape du jour. On va passer tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Romain Bardet. Romain Bardet qui est pour moi l'homme du jour, avec Egan Bernal bien entendu qui conforte sa place de leader, mais c'est l'homme du jour parce qu'il a fait une sacrée étape. Il a fait une sacrée étape et une sacrée descente aussi. Romain Bardet, il faut pas le négliger parce qu'en haut du Passoggio, il doit avoir 20-25 secondes de retard sur Caruso. Il est bien revenu sur Caruso dans la descente. Il a profité des conditions qui étaient assez compliquées pour aujourd'hui. Et il se replace au classement général, vu qu'il finit deuxième à 27 secondes avec 6 secondes de bonification. Eh bien, il se retrouve désormais 7ème du général à 5 minutes 02. Je rappelle qu'il était 9ème ce matin. Et puis surtout, maintenant, pour le top 10, ça va quand même être compliqué de l'en déloger vu qu'il a 5 minutes d'avance sur Joao Almeida qui est 10ème. Donc normalement, le top 10 est assuré. Et puis on peut même maintenant essayer de regarder devant lui. Et devant lui, on s'aperçoit que il a qu'une minute 20 de retard sur Hugh Carty qui est 3ème. Donc moi qui disais que le podium serait compliqué pour Romain Bardet, eh bien... Alors vous savez, moi je suis plutôt quand même un pessimiste dans l'âme. Ça peut commencer à s'envisager. Il faudra être bon en troisième semaine. Il faudra peut-être également qu'un Vlasov ou un Yates s'écroule en dernière semaine. Ça sera, je pense, obligatoire. Mais oui, Romain Bardet, vu la forme qu'il tient, aujourd'hui on a vu, c'était le 3e homme dans la montée du Passoggio, dans des conditions qui étaient encore une fois très 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 difficiles. Et lui, en plus, Romain Bardet, c'est un peu comme Thibaut Pinot, ce sont plutôt des coureurs qui aiment avoir plusieurs montées dans une étape. Et là, il n'y avait que la Crozeta. La Crozeta, c'était en tout début d'étape. On a eu une longue période de plaine pour arriver ensuite en bas du Passoggio. Donc, il préfère plutôt des montées quand il y a un peu plus de difficultés dans la journée, un peu plus d'efforts, on va dire, à réaliser. Quand c'est pas simplement une côte, on va dire, qui va faire la différence. Bon, du côté de Bardet, voilà, très très belle étape. Alors la descente, je peux pas vous dire, mais il a fait une grosse descente parce qu'il était loin en haut. Par contre, je peux pas vous dire s'il a pris énormément de risques dans la descente parce que c'était le moment où la rail a décidé de perdre les images de la course. Donc c'est un petit peu compliqué à suivre pour cette étape. Mais voilà, Romain Bardet 5,02 désormais au général, ça va commencer à être dangereux. Je continue avec un autre bleu, c'est le deuxième bleu du classement général. C'est Attila Valter qui est désormais 13ème du général à 16 minutes 23. Journée compliquée pour Valter, mais il s'est quand même accroché, le coureur de la Groupama qui finit aujourd'hui à 8 minutes 24, donc avec Fortunato juste derrière Gianluca Brambilla, devant un Pello Bilbao notamment, devant un Simon Kerr
qui avait fait beaucoup de travail, et puis devant Evenepoel également, ou Diego Ulissi, que certains m'avaient mis en favori, mais je pensais que ça allait être un peu trop dur pour Ulissi. Bah, j'ai peut-être pas eu tort sur cette journée. Pour revenir à Attila Valter, ça a été un peu compliqué aujourd'hui. C'est vrai que moi j'avais dit que l'objectif était quand même plutôt top 15 en début de Giro, je pense, pour lui. Certains m'avaient dit, c'était un peu moqué de moi parce que j'ai dit qu'il allait perdre le maillot rose au bout de 2 jours. Mais il l'a pas perdu au bout de 2 jours, ça a été un peu plus long. Mais Attila Valter, c'est quand même pas, je pense encore une fois, le meilleur grimpeur du monde pour le moment. C'est un coureur qui, je pense, a beaucoup de potentiel, mais qui a encore peu d'expérience sur du très très haut niveau. Il a de l'expérience chez les professionnels, mais aujourd'hui, Attila Valter, c'est un coureur qui a quand même souvent couru sur des courses, je dirais, de niveau continental, pas de niveau World Tour. Et c'est la différence à ce niveau-là. Et puis c'est son premier grand tour. Donc il faut réussir à tenir 3 semaines de course avec des hautes intensités. C'est pas toujours facile. On le voit notamment avec Remco Evenepoel, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il a quand même, il s'est quand même accroché, parce que je crois qu'il a été lâché avant Evenepoel, au même moment qu'Evenepoel, et lui, il a continué à faire sa course, alors qu'Evenepoel, j'ai l'impression de s'est relevé. Encore une fois, il aurait fallu qu'on ait les images pour avoir des affirmations un peu plus étayé par des preuves. Je continue également avec... non, du côté du bilan d'Oblecy, on peut regarder un petit peu les autres Français s'ils sont arrivés au classement aujourd'hui. Ça a été compliqué. Est-ce que j'ai le général pour vous dire le deuxième Français? Non, parce que c'est Salata Oliveira. Et sur l'étape du jour, le deuxième Français... il va falloir descendre loin. C'est Tony Galopin qui finit à 21 minutes, donc avec Simon Pello et juste derrière Cepeda. Voilà, donc journée pas simple pour les Français. Et Rémi Cavagna, lui, finit dans le groupe avec Evenepoel. C'est pour vous dire la mauvaise étape d'Evenepoel. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence tout de suite avec Egan Bernal. Très belle étape d'Egan Bernal. Pas une surprise non plus, hein, vu la forme qu'il tenait déjà au Montezocolan, mais là il a fait mal aujourd'hui. Il a fait mal parce que il reste Caruso comme vainqueur potentiel. Je dirais qu'il y a 2 minutes 24, on peut se dire Hugh Carty, mais déjà Hugh Carty c'est 3,40 en sachant que sur le chrono on va être sur des niveaux similaires, donc il va falloir vraiment faire la différence en montagne. À partir de Vlasov, c'est plus jouable, hein, 4 minutes, faudrait vraiment que Bernal s'écroule. Maintenant, c'est vrai que en fait, l'une des seules solutions, on va dire, pour que Bernal ne gagne pas ce Giro, désormais on peut presque le dire sur cette 3e semaine, c'est qu'il va falloir qu'il s'écroule. Il va falloir soit qu'il y ait un mal de dos, soit qu'il y ait une chute, c'est toujours plausible. Donc, c'est pas encore fait. Mais on va dire que ce soir, il a les cartes en main. C'est-à-dire que maintenant... il peut voir venir également s'il y a une attaque. Et puis il sait que Vlasov, je pense pas qu'il attaque en dernière semaine. De ce que j'ai vu aujourd'hui et de ce que j'ai vu déjà au Montezocolan, et Yates, aujourd'hui, il était un peu sur les rotules. Donc Bernal, ouais. Et en plus, il remporte une belle étape. Cortina d'Ampezzo, c'est quand même une arrivée assez mythique. Dans des conditions difficiles, mais il aime ça. Et je l'avais dit lors de ma présentation de l'étape, il aime les conditions difficiles, il aime l'altitude. Donc aujourd'hui, avec le Passoggio, c'était quand même pas mal. Et pourtant, il y avait moins de sommets à plus de 2000 mètres aujourd'hui, puisqu'on en a quand même squeezé 2. Du côté d'Egan Bernal, ça va être compliqué d'aller le chercher, surtout que Martinez, pour l'instant, ne s'écroule pas. Aujourd'hui, il a encore fait une belle étape, Martinez, comme lieutenant. Parce que vous voyez que cette équipe-là, elle est encore solide, hein, même si je pense que la dernière semaine sera un peu moins facile, parce que, encore une fois, il y a eu quand même peu d'étapes qu'ils n'ont pas contrôlées. Ineos, entre les premiers jours pour Ghana, et puis ensuite pour Bernal a pris le maillot quand même assez tôt, au Campo Felice. C'est sûr qu'il contrôle depuis de nombreux jours. Mais l'avantage, c'est que pour le moment, Bernal, il a tous ses équipiers. Et puis, il reste encore une journée de repos qui va faire du bien. Alors certes, après, il y a trois belles étapes de montagne, mais encore une fois, 2 minutes 24 d'avance, 3,40 sur Hugh Carty, il peut commencer à voir venir. Et puis Caruso n'est pas forcément le mec qui attaque le plus, hein. C'est pas le coureur le plus offensif au monde en plus. On passe tout de suite au flop.
Du côté des flops, on aura des flops en deux parties. D'un côté les coureurs, et puis ensuite des éléments annexes, on va dire, de la course. Du côté des flops, je commence avec Evenepoel. Avec ce Giro, j'ai quand même des réponses avec Evenepoel sur beaucoup de questions qu'on se posait. Et au final, les tests sur ce Giro, c'est-à-dire les longues montées, les passages en altitude, la récupération et la descente, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi dans beaucoup de catégories, qu'il y a encore beaucoup d'éléments à acquérir. Vous savez, les petites cases comme ça sur les trucs de test. Moi, j'avais eu ça pour. Alors, je sais pas si ça existe encore. Parce que je crois que c'est vraiment moi, comme j'ai connu la réforme de François Hollande. Je sais pas si ça existe encore. C'était les anciennement des sortes d'options. On était obligé de prendre des options nous en seconde. Et en fait, c'était pas noté par des notes. Les options, c'était des trucs acquis en cours d'acquisition et pas du tout acquis. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait deux poules. Si vous me prenez un tableau comme ça, et la récup, ça n'a pas l'air d'être acquis. Les longs cols, ça n'a pas l'air d'être acquis. L'altitude, ça n'a pas l'air d'être acquis. Et ensuite, la descente, enfin la technique sur le vélo, c'est pas acquis encore. Parce qu'on a vu les descentes. Après, du côté d'Evenepoel, il faut quand même rappeler qu'il n'a pas couru pendant 9 mois, à une période, à un âge où on peut acquérir de l'expérience et qui lui fait défaut, je pense, aujourd'hui, à une période où on peut énormément progresser physiquement. Evenepoel, ça aurait été bien en début d'année de le voir sur d'autres courses. Il a commencé sur le Giro. C'est vrai que le voir notamment sur le Tour des Alpes aurait été intéressant sur les longs cols pour voir comment il gère l'effort dans ce genre de cas. En plus, il est tombé sur une année où le Giro a quand même des conditions climatiques exécrables. C'est vrai qu'au niveau de la récupération, c'est pas quelque chose où on est habitué. Et là aujourd'hui, oui, il a complètement pété. Mais c'est un truc qu'on voyait quand même venir par rapport aux précédentes journées. Déjà, monter aux colonnes, ça n'avait pas été foufou. Sur l'Estradé, c'était pas non plus incroyable. Il a eu une deuxième semaine très compliquée, Evenepoel. Ce qui permet quand même de relativiser sur ce coureur. Certes, c'est un très bel espoir, mais il faut aussi rester calme et patient avec ce type de coureur. Encore une fois, peu d'expérience sur le vélo. Une grosse blessure également. On voit qu'il a l'air de s'en être plutôt bien remis. Mais il y a encore énormément de travail pour Evenepoel. Pour qu'il soit un coureur polyvalent. Comme peut l'être Tom Dumoulin. Comme peut l'être un Pogacar également. Evenepoel, il y a encore du travail. Ce qui est intéressant avec Evenepoel, c'est de voir qu'on peut être dans une spirale négative comme l'a été Bernal et revenir à son top très rapidement. Donc pour Evenepoel, il doit se servir de ce qu'a fait Bernal ces derniers temps, ces derniers mois. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il a complètement craqué. Et puis je crois qu'il s'est quand même vraiment relevé sur cette étape. Il a senti dès le départ que ça ne le ferait pas au Passegio. Il s'est dit, bon, on va essayer d'en claquer une en troisième semaine. Donc je pense qu'Evenepoel sera à l'attaque sur les prochaines étapes de montagne, peut-être dès mardi, où il faudra attendre un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que aussi c'est important de remporter des étapes, et puis d'être baroudeur, ça permet également d'apprendre la gestion de l'effort. Je continue avec Simon Yates. Compliqué aujourd'hui pour Simon Yates. Autant on m'a reproché de ne pas l'avoir mis dans les coureurs au top. Il y a 2 jours, on montait The Colonne. Il faut savoir que les coureurs au top, j'essaye que, en fait, pour que les vidéos fassent à peu près un quart d'heure ou pas plus de 20 minutes, qu'on ait 2 ou 3 bleus, et pas beaucoup plus, qu'on ait 3 coureurs au top et 3 flops. Là aujourd'hui, il y aura plus de flops parce que déjà, on est sur une journée avant journée de repos, parce que l'étape a fini tôt, et parce que aussi, je n'ai mis que 2 coureurs top et 2 bleus. Donc voilà, je compense un petit peu. Du côté de Simon Yates aujourd'hui, ce qui a été compliqué pour Simon Yates, c'est bon, on a senti qu'il a flanché d'un coup. C'est-à-dire, contrairement à Vlasov qui était en difficulté assez vite dans l'étape et qui a réussi à s'accrocher et qui au final finit devant Yates, lui, il a explosé tardivement, parce qu'il explose juste avant que Bernal fasse sa grosse accélération. Il n'y avait plus que Simon Kerr qui roulait pour Hugh Carty. Et du côté de Yates, pourtant, l'écart en temps est assez énorme. Il a
eu du mal à résister à la haute altitude. Alors, j'avais dit également que si vous mettiez en difficulté sur des montées comme le Passo Gio, à partir du moment où on est sur une étape où on passe 5-6 km au-dessus de 1800 mètres d'altitude, si vous mettez en difficulté, vous subissez très vite vraiment un contre-coup. Et lui, je pense qu'il s'est mis un peu dans le rouge pour suivre le rythme du peloton et qu'ensuite, il a quand même bien pété. Simon Yates, aujourd'hui, c'est à peu près 2 minutes, c'était 2,37 ou 2,40. L'écart, je vais vous le dire tout de suite. Tac, 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 il se finit derrière Tobias Foss, 2,37, voilà. Et il perd 2,10 sur Romain Bardet, Caruso. Donc s'il fait ça encore sur 2 étapes, le podium ne sera plus qu'une illusion. Là. Déjà pour le podium, il faudra qu'il reprenne 40 secondes à Hugh Carty. Donc c'est pas fait non plus. Donc ça sera pas une journée facile. J'ai mis Hugh Carty également en flop parce que je trouve que depuis 2 jours, il fait énormément rouler son équipe. C'était déjà le cas au Montezocallan pour des résultats qui sont quand même pas si excellents que ça. L'échappée devrait lui dire merci parce qu'aujourd'hui, je pense que l'échappée ne gagne pas parce que EF a contrôlé énormément l'étape. Et pourtant, aujourd'hui, Hugh Carty, dès qu'il y a eu un changement de rythme, dès que ça a accéléré, ça a été compliqué. On a senti que quand son coureur s'est écarté, qu'il n'arrivait pas à changer de rythme. Ce qui est un petit peu dommageable. Après, Hugh Carty, pour le moment, il est sur le podium, ce qui est déjà une très très belle chose. Et puis, ça ferait donc le 2e grand tour d'affilée qui finirait sur le podium pour lui. Donc, ça serait plutôt une très belle chose. Mais aujourd'hui, voilà, et je mets des flops aussi par rapport à ce que je considère de la journée. Je trouve que ça a été un petit peu décevant, surtout vu la charge de travail qu'a eu son équipe sur cette étape. 2 autres flops qui sont plus externes à la course. Je commence déjà avec la Rail. Qui aujourd'hui nous a proposé une magnifique étape. Je me suis dit, heureusement qu'on n'a pas eu les 2 autres côtes avant, parce que vu qu'on n'a pas vu la descente de toute l'étape, c'est-à-dire qu'on a perdu le faisceau déjà en début de journée, puis là sur la dernière montée, je crois qu'on a vu sur les 6 derniers kilomètres, on n'a pas vu grand-chose de la montée, donc sur les 25 derniers kilomètres, ça a été l'enfer. Je me dis qu'on est quand même en 2021, la Rail n'arrive toujours pas à filmer quand il pleut en montagne. Le Tour de France sait très bien le faire et le fait très bien. Je me dis qu'en plus, la Rail, c'est un petit peu inquiétant parce que le Giro est quand même, en termes de droits de diffusion, quasiment aussi cher que le Tour de France. Et je me dis que Eurosport doit être content d'avoir acheté les droits aussi chers cette année pour une course où les images sont tous les 2 jours impactées par les conditions climatiques. Le nombre de fois on a perdu le faisceau sur ce Giro, c'est assez exceptionnel quand même. Ensuite, quand on a le faisceau, la réalisation est catastrophique, c'est-à-dire comparé à Jean-Maurice Hogg ou au Tour de France. Et c'est pas faire du chauvinisme. Vraiment, on regarde par rapport à ce que fait le Tour de France, même par rapport à ce que j'ai vu sur le Tour de Valence aussi. Je trouve que là, la réalisation est catastrophique. C'est-à-dire que même si on avait les caméras qui fonctionnaient 24 heures sur 24, la réalisation serait à chier. Et je serais également critique sur la Rail. Mais en plus, ils n'arrivent pas à fournir les images. Je me dis qu'on est quand même sur une course où, surtout pour les abonnés, je me dis que les mecs qui ont pris un abonnement Eurosport, Player ou un abonnement JCN+, et qui se trouvent donc en plus à payer 2 abonnements parce qu'ils ne peuvent pas avoir la course sur Eurosport, j'ai l'impression quand même qu'ils ont un petit peu l'impression de se faire entuber sur ce coup-là. Mais c'est comme ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, on n'avait pas d'infos pendant très longtemps et que même le GPS avait du mal à marcher. Donc, c'est quand même aujourd'hui un peu la honte pour la Rail. Et puis, aussi l'organisation, parce que je ne comprends pas pourquoi le matin même, on nous annonce, enfin le matin même, à 2 heures avant le départ de l'étape, on nous annonce qu'à ce moment-là, que l'étape va être raccourcie. Alors qu'on le sait depuis la veille, que les conditions climatiques sont difficiles. Ça fait quand même 2 années d'affilée, on a une étape qui est raccourcie au dernier moment. Alors l'année dernière, c'était vraiment au départ de l'étape. Mais même là, je trouve que c'était trop court pour que les chaînes s'organisent. Et puis, également pour la course. Et puis je me dis, est-ce qu'on pouvait pas hier invertir les étapes, c'est-à-dire mettre l'étape d'hier aujourd'hui et l'étape d'aujourd'hui hier, où les conditions climatiques auraient peut-être été meilleures. Surtout que ce problème-là, on le savait depuis quelques jours, que les conditions climatiques pouvaient être mauvaises sur cette étape-là. Je vous l'ai quand même déjà dit hier lors de la présentation. La présentation, je le fais la veille. Je fais la veille de l'étape. Et hier, je l'ai fait tardivement, je l'ai fait à 13h30, mais j'avais déjà regardé la météo. Donc pour l'étape d'aujourd'hui, j'avais regardé vendredi. Et vendredi, déjà, les conditions n'étaient pas excellentes sur la chaîne météo. À Cortina d'Ampezzo, autant vous dire que
On pouvait s'y attendre, on pouvait, je pense, un peu mieux se préparer. Et je trouve que les organisateurs, mais également le syndicat des coureurs, je trouve, ont été ont eu une réaction beaucoup trop tardive. Le syndicat des coureurs aurait déjà dû y agir hier. Pourquoi il a mis autant de temps à agir? Pourquoi les discussions n'ont eu lieu que ce matin? Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et encore une fois, je trouve qu'on devrait... par exemple, sur le Tour de Romandie, quand ils ont décidé d'avancer l'heure de départ de l'étape, ça s'est fait la veille. Voilà. Et donc, on n'a pas été prêt au dépourvu. Pourquoi sur le Giro, qui est quand même une organisation bien plus importante, on n'est pas capable de faire ça? Est-ce qu'on ne pouvait pas décaler l'heure de départ, voilà, pour éviter en plus de squeezer la moitié de l'étape? On aurait peut-être pu mettre en place des solutions de secours un peu avant, plutôt que de tout faire au dernier moment, je trouve. Demain, journée de repos, donc pas de vidéo. On se retrouve mercredi, pardon. Je vais réussir à m'en sortir avec les dates 7h30 pour attaquer cette dernière semaine du Giro qui sera prépondérante pour le classement général, mais qui sera également très 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 difficile avec beaucoup d'étapes de montagne. Et le contre-la-montre dimanche du côté de Milan. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.